Comment fonctionne un SKS, inventé par Sergei Simonov en 1945. À l'hiver 1945, au sein d'un atelier d'ingénierie soviétique encore marqué par la géométrie froide de l'urgence de l'époque, Sergei Gavrilovitch Simonov se tenait devant un établi couvert de composants métalliques et de plans techniques. L'air était imprégné d'une odeur d'huile d'usinage et d'acier chauffé. Devant lui reposait le prototype d'un fusil, élancé, d'une élégance mécanique certaine, et conçu selon un principe qui contredisait les hypothèses orientant la plupart des développements d'équipements à ce moment-là. L'objet était à autochargement, signifiant qu'il chambrait la cartouche suivante automatiquement après chaque utilisation, sans pour autant être entièrement automatique. Il s'activait une fois par pression sur la détente, et non en continu. Cette retenue était délibérée et non le fruit d'un compromis. Le fusil était chambré pour une munition plus petite que les cartouches de pleine puissance utilisées dans les modèles traditionnels à verrou, mais plus grande que les munitions d'armes de poing. Cette cartouche intermédiaire, le 7, de 62,39 mm, avait été développée pour répondre à une problématique observée par les stratèges durant les années de confrontation. Les personnels de terrain avaient rarement besoin de la portée et de la puissance des munitions lourdes. Et lorsqu'ils utilisaient des modes automatiques, ils gaspillaient les ressources et perdaient en précision. L'instrument que Simonov perfectionnait représentait une voie différente. Il permettait une cadence rapide, sans manipulation manuelle, tout en décourageant les tirs automatiques de saturation qui vidaient les réserves en quelques secondes. La contradiction était la suivante. L'Union soviétique venait de constater l'efficacité des systèmes automatiques lors des engagements rapprochés. Pourtant, Simonov dessinait un fusil rejetant volontairement cette capacité. Son raisonnement ne reposait pas sur la tactique, mais sur une logique d'ingénierie. Un système à autochargement offrait vitesse et efficacité. Un mécanisme semi-automatique réduisait l'usure, préservait les munitions et permettait de maintenir une visée précise. Le chargeur fixe de 10 unités, alimenté par des lames chargeurs, renforçait cette philosophie. Il n'était pas conçu pour une puissance de feu soutenue, mais pour le contrôle. Simonov examinait l'ensemble du piston à gaz, un système à course courte qui captait la pression du canon pour la convertir en mouvement mécanique. Le porte-culasse était conçu pour basculer et se verrouiller dans la carcasse, un mécanisme assez simple pour être produit dans les arsenaux d'État et assez robuste pour fonctionner dans des conditions extrêmes. Chaque pièce avait été calculée pour équilibrer la fiabilité, la facilité de production et la maintenance sur le terrain. L'objet ne demandait rien de plus que le nécessaire. Il fonctionnait selon les limites des capacités industrielles soviétiques et les réalités des interactions sur des distances comprises entre 100 et 400 mètres. Autour de lui, l'atelier était silencieux. Aucune voix, seulement le léger vrombissement des machines et le clic métallique occasionnel des composants que l'on assemble. Ce n'était pas un moment de triomphe, mais un instant de résolution de problèmes ciblés. Le fusil devrait faire ses preuves non par la théorie, mais par l'expérience, à travers le froid, la boue, la poussière et le jugement des autorités qui n'étaient pas encore convaincus qu'un modèle semi-automatique puisse répondre aux besoins d'une structure moderne. Si des récits comme celui-ci vous aident à voir comment l'ingénierie a discrètement façonné l'histoire, dites-nous dans les commentaires ce qui vous a surpris jusqu'ici et restez avec nous pour le prochain chapitre. Sergei Gavrilovitch Simonov n'était pas un nouveau venu dans la conception lorsqu'il commença à travailler sur ce qui deviendrait le SKS. Né en 1894, il était entré dans le domaine de l'ingénierie technique au début de la période soviétique, alors que la base industrielle de la nation était fragmentée et que sa technologie accusait un retard sur les puissances occidentales. Simonov avait travaillé sur divers projets de systèmes automatiques durant les années 1920 et 1930, incluant des prototypes de dispositifs à autochargement. Ces conceptions étaient méthodiques,
fondé sur des principes mécaniques plutôt que sur l'intuition. Il maîtrisait les systèmes à emprunt de gaz, les mécanismes de verrouillage et les défis de la fabrication à grande échelle avec des ressources limitées. En 1945, la pression sur les concepteurs soviétiques avait atteint un point critique. Le conflit mondial avait révélé les faiblesses du fusil standard de l'armée rouge, le Mosin Nagant à verrou, un outil en service depuis la fin du XIXe siècle. Il était précis et puissant, mais exigeait une manipulation manuelle entre chaque utilisation, une limitation qui plaçait les opérateurs en difficulté face à des opposants équipés de systèmes semi-automatiques ou automatiques. L'Union soviétique avait produit des pistolets mitrailleurs comme le PPSH-41, offrant une cadence rapide à courte distance, mais ces derniers manquaient de la portée et de la précision nécessaires pour la plupart des engagements. Il existait un vide capacitaire qu'il fallait combler. Le développement de la cartouche intermédiaire 7.62 39 mm jeta les bases d'une nouvelle catégorie de matériel. Cette munition était plus courte et plus légère que les projectiles traditionnels, ce qui signifiait que les personnels pouvaient transporter plus de ressources, tandis que le recul était assez modéré pour permettre une utilisation contrôlée. Les ingénieurs allemands avaient ouvert la voie avec le STG-44 et les planificateurs soviétiques en reconnurent le potentiel. Mais une question subsistait. Quel type d'équipement devait utiliser cette cartouche? Devait-il être entièrement automatique, comme le modèle allemand, ou semi-automatique, offrant de la rapidité sans le gaspillage associé? Simonov pensait que la réponse résidait dans la modération. Sa philosophie de conception privilégiait la fiabilité, la simplicité d'utilisation et l'efficience. Un fusil à autochargement donnerait au personnel la capacité d'agir rapidement, sans la complexité et la consommation excessive d'un système automatique. Il serait plus simple pour l'instruction, plus facile à entretenir en extérieur et moins susceptible de faillir dans des conditions rigoureuses. Le chargeur fixe, plutôt qu'un boîtier amovible, rendait l'ensemble plus léger et réduisait le risque de perdre des composants critiques. Ces choix n'étaient pas isolés. Ils reflétaient les réalités matérielles d'une nation éprouvée qui avait besoin de matériel pouvant être produit promptement et utilisé avec une formation minimale. Pourtant, l'approche de Simonov ne faisait pas l'unanimité. Au sein de l'appareil de défense soviétique, des voix réclamaient une capacité automatique complète. Elles soulignaient le succès des pistolets mitrailleurs dans les environnements urbains et les espaces clos. Elles doutaient qu'un fusil semi-automatique puisse fournir un volume suffisant pour les confrontations modernes. Simonov allait devoir prouver que sa création n'était pas un retour en arrière, mais une avancée calculée. Un équilibre entre les leçons du passé et les contraintes de l'ingénierie. Le principe de fonctionnement du SKS était d'une élégante simplicité. Lorsqu'un projectile était lancé, les gaz à haute pression générés par la combustion se déplaçaient dans le canon derrière lui. Un petit orifice percé dans le canon, situé environ à mi-chemin, permettait à une partie de ces gaz de s'échapper vers un cylindre monté au-dessus. À l'intérieur se trouvait un piston, un composant solide et court conçu pour reculer sous la pression. Il s'agissait d'un système à course courte, signifiant que le piston ne parcourait qu'une brève distance avant de s'arrêter. Ce mouvement était fugace, mais suffisant pour transférer l'énergie au porte-culasse. Le piston frappait le porte-culasse, le propulsant vers l'arrière. Durant ce mouvement, il faisait pivoter la culasse pour la déverrouiller de la carcasse. L'ensemble continuait sa course, extrayant l'étui vide pour l'éjecter par une ouverture située sur le côté droit. Un ressort de rappel, comprimé lors de cette phase, repoussait ensuite le tout vers l'avant. Ce faisant, la culasse prélevait une nouvelle munition dans le chargeur fixe de 10 unités situé en dessous et la chambrait. La culasse reprenait sa position verrouillée et le système était prêt pour une nouvelle action. Le cycle complet ne durait qu'une fraction de seconde et ne nécessitait aucune intervention manuelle autre que l'action sur la détente. Ce mécanisme n'était pas révolutionnaire en soi. Des fusils à autochargement par emprunt de gaz existaient déjà.
Ce qui rendait le travail de Simonov significatif était sa simplicité et son adaptation à la cartouche intermédiaire. Le piston à course courte réduisait la masse en mouvement, ce qui améliorait la fiabilité et limitait l'usure. Le mécanisme de verrouillage par culasse oscillante, dérivé de modèles soviétiques antérieurs, était robuste et tolérait la saleté, la boue et les températures extrêmes. L'objet pouvait être démonté sans outils, une exigence pour tout matériel destiné à être utilisé massivement par des personnels devant le nettoyer ou le réparer dans des circonstances difficiles. Lorsque Simonov présenta son projet aux autorités, l'accueil fut mitigé. Le mécanisme d'autochargement était apprécié, mais l'absence de mode automatique soulevait des interrogations. Un officier supérieur, examinant le prototype dans un centre d'essai près de Moscou, fit remarquer que les personnels avaient besoin de pouvoir agir en continu lors des contacts rapprochés. L'argument de Simonov reposait sur des données. La cadence automatique consommait les ressources trop vite, nuisait à la précision et exigeait plus d'entraînement pour être maîtrisée. Un fusil semi-automatique offrait un meilleur équilibre. Il permettait d'agir aussi vite que possible, ce qui, en pratique, égalait presque ce qu'un utilisateur moyen pouvait gérer avec précision en mode automatique. La résistance fut difficile à vaincre. La doctrine évoluait et il n'y avait pas de consensus sur ce que devait être l'équipement standard. Le fusil de Simonov devait faire ses preuves par des tests rigoureux, non seulement mécaniques pour garantir le bon fonctionnement, mais aussi sur le terrain pour démontrer qu'il répondait aux besoins concrets. L'ingénierie était solide. La question était de savoir si la philosophie qui la sous-tendait serait acceptée. Pensez-vous que ce choix de conception était inévitable ou qu'il s'agissait d'un pari risqué à l'époque? Partagez votre avis en commentaire et transmettez cette histoire à quelqu'un qui aime comprendre les coulisses des choses. Les tests débutèrent au début de l'année 1946 sur des terrains d'essai où les températures descendaient sous le point de congélation et où la boue, la poussière et l'humidité étaient délibérément introduites pour simuler les conditions réelles. Le prototype du SKS fut activé des milliers de fois, démonté, remonté et soumis à des épreuves de stress pour révéler ses points faibles. Les ingénieurs surveillaient le système de piston pour détecter tout signe d'encrassement ou d'usure excessive. Ils mesuraient la force nécessaire au déverrouillage et la régularité du cycle d'éjection. Ils testèrent l'objet après qu'il eût été immergé dans l'eau, enfoui dans le sable et exposé à une pluie verglaçante toute une nuit. Les résultats furent encourageants mais pas parfaits. Les premières versions du piston montraient des signes d'accumulation de carbone après une utilisation prolongée, ce qui pouvait entraver le mouvement. Simonov révisa les dimensions de l'orifice des gaz, augmentant légèrement son diamètre pour assurer un flux suffisant même avec l'encrassement. Il affina également la forme de la tête du piston pour qu'elle évacue plus efficacement les dépôts. C'étaient des ajustements mineurs, mais ils eurent un impact significatif sur la fiabilité. Le choix des matériaux était une autre considération critique. La carcasse devait être assez solide pour résister aux forces générées tout en restant légère pour ne pas épuiser les personnels qui la porteraient pendant des jours. Simonov opta pour de l'acier estampé pour la carcasse, un choix équilibrant résistance, poids et facilité de fabrication. Les composants estampés pouvaient être produits plus vite que les pièces usinées, un point essentiel pour une nation reconstruisant sa capacité industrielle. Le canon reçut un revêtement interne en chrome, une décision prolongeant sa durée de vie et réduisant l'érosion. Le chargeur fixe présentait ses propres défis techniques. Il devait maintenir 10 unités de manière sécurisée, les alimenter de façon fiable et rester accessible pour le nettoyage. Simonov le conçut pour être rempli par le haut à l'aide de lames chargeurs, des guides métalliques qui alignaient les munitions et permettaient de les insérer d'une seule pression. Ce système était plus lent que le changement d'un boîtier amovible, mais il éliminait le risque de perdre des chargeurs sur le terrain et simplifiait l'apprentissage. On pouvait recharger sans quitter l'horizon des yeux, une compétence acquise en quelques heures. Fin 1946, le SKS
avait passé la plupart des évaluations techniques. Il fonctionnait de manière constante malgré les variations de température et d'environnement. Il était précis jusqu'à 400 mètres, ce qui couvrait la grande majorité des distances d'engagement. Le mécanisme semi-automatique permettait de maintenir un rythme régulier, sans le recul et le relèvement excessif du canon associé aux modes automatiques. La simplicité de la conception signifiait qu'il pouvait être fabriqué dans les usines existantes sans nécessiter une réorganisation massive des outils. Cependant, son adoption n'était pas encore garantie. Parallèlement au travail de Simonov, un autre concepteur, Mikhail Kalachnikov, développait un fusil proposant un sélecteur de tir. Cet appareil, qui deviendrait l'AK-47, permettait de choisir entre le mode semi-automatique et le mode automatique. Il représentait une philosophie différente, privilégiant la polyvalence plutôt que la spécialisation. Les responsables surveillaient de près les deux projets, évaluant non seulement les mérites techniques, mais aussi le rôle que devait jouer un fusil dans la stratégie moderne. Le moment décisif ne survint pas lors d'un test unique, mais par une prise de conscience progressive des planificateurs. Le SKS fonctionnait. Il était fiable, précis et efficient. Il pouvait être produit à grande échelle et entretenu avec un minimum de formation. Mais la question de savoir s'il devait être l'outil principal était compliquée par le développement simultané de l'AK-47. Le projet de Kalachnikov offrait une capacité automatique qui séduisait ceux qui croyaient en la nécessité d'une puissance de saturation. Pourtant, le SKS était déjà très abouti et sa production pouvait démarrer immédiatement. La décision fut prise d'adopter les deux, mais avec des rôles distincts. Le SKS servirait de fusil standard pour les troupes régulières ayant besoin d'un outil sûr et simple pour les engagements généraux. L'AK-47 ferait l'objet de perfectionnements supplémentaires pour, à terme, remplacer le SKS dans les rôles de première ligne où le tir automatique était jugé indispensable. Ce compromis reflétait l'incertitude de l'époque, la reconnaissance que la doctrine était encore en mutation et qu'aucun équipement unique ne pouvait répondre à tous les scénarios tactiques. Pour Simonov, l'adoption du SKS en 1949 fut une validation de sa vision. Il avait créé un système fonctionnant dans des limites strictes, ne demandant pas plus que le nécessaire et résolvant un problème réel. Le mécanisme semi-automatique et le chargeur fixe n'étaient pas des limitations, mais des caractéristiques voulues pour équilibrer puissance, contrôle et logistique. Le piston à gaz à course courte était efficace. La culasse oscillante était simple et robuste. Chaque pièce avait été testée et affinée jusqu'à fonctionner de manière constante dans l'adversité. Le SKS entra en production dans les arsenaux d'État et commença à être distribué. Les personnels habitués aux fusils à verrou trouvèrent la transition aisée. Le poids et l'équilibre étaient familiers, mais l'autochargement éliminait le besoin de manipuler le verrou entre chaque activation. Cela augmentait la cadence sans exiger de nouvelles tactiques. Le chargeur fixe, bien que plus lent à remplir que les boîtiers amovibles, s'avéra suffisant pour la plupart des situations. Le fusil était efficace là où la majorité des interactions avaient lieu, et sa fiabilité dans le froid ou la boue le rendait parfaitement adapté aux environnements d'opération habituels. Pourtant, alors même que le SKS était déployé, l'AK-47 se préparait pour une diffusion plus large. Au milieu des années 1950, le fusil de Kalachnikov avait prouvé ses propres mérites et la structure commença à opérer une transition pour en faire l'outil principal. Le SKS resta en service, mais de plus en plus dans des rôles secondaires, pour les unités de soutien, les forces de réserve et les gardes d'honneur. Son temps en tant qu'équipement de premier plan fut bref, mais son influence s'étendit bien au-delà de ses années d'activité. Il avait prouvé que les cartouches intermédiaires et les mécanismes à autochargement s'accordaient parfaitement. Il avait démontré que la simplicité et la fiabilité n'étaient pas des obstacles à la performance, mais ses fondements.
Et il avait montré que des décisions d'ingénierie prises sous des contraintes matérielles pouvaient produire des systèmes performants dans le monde réel, même s'ils étaient un jour surpassés par des priorités différentes. Le SKS ne disparut pas lorsque l'Ak-47 prit sa place. Sa fabrication se poursuivit en Union soviétique et il fut exporté vers de nombreuses nations alliées tout au long des années 1950 et après. La Chine en produisit des millions sous la dénomination Type 56, équipant ses forces pendant des décennies. La Yougoslavie, la Roumanie et d'autres pays du bloc de l'Est fabriquèrent également leurs variantes, chacune adaptée aux capacités de production locales. Le fusil se répandit sur tous les continents, non comme un symbole d'innovation, mais comme un outil fonctionnel qui faisait son travail. Son héritage ne réside pas dans des percées révolutionnaires, mais dans la validation de principes qui ont guidé les conceptions ultérieures. Le SKS a prouvé que les munitions intermédiaires permettaient de transporter plus de ressources, de garder un meilleur contrôle et d'agir efficacement à des distances réalistes. Il a démontré que les mécanismes à autochargement pouvaient être assez simples pour une production de masse et assez robustes pour les environnements hostiles. Il a montré qu'une certaine retenue, choisir le semi-automatique plutôt que l'automatique, un chargeur fixe plutôt qu'amovible, pouvait répondre aux besoins sans excès. Sergueï Simonov continua de travailler sur des projets techniques après le SKS, bien qu'aucun n'ait atteint la même renommée. Il resta un ingénieur méthodique, à l'écoute des contraintes de matériaux et de fabrication, bâtissant des systèmes opérationnels sous pression. Le SKS fut son succès le plus visible, mais aussi le plus représentatif de son approche. La clarté avant la complexité, la fiabilité avant la performance théorique, l'aspect pratique avant l'ambition. Rétrospectivement, le SKS occupe une place unique dans l'histoire des équipements individuels. Il fut un pont entre les fusils à verrou du début du XXe siècle et les modèles automatiques qui ont fini par définir les standards modernes. Il n'a jamais été l'appareil le plus avancé de son temps, ni le plus influent sur la doctrine globale. Mais il a été conçu avec précision pour résoudre un problème spécifique, et il a fonctionné. La logique discrète de son système à gaz, la retenue de sa conception et le contexte de sa création mènent à la même conclusion. Parfois, les innovations les plus importantes ne sont pas celles qui changent tout, mais celles qui prouvent ce qui est possible. Le SKS a été conçu à la lisière d'une ère et au début d'une autre. Il a émergé d'un moment où l'on demandait de reconstruire des capacités avec des ressources limitées et une vision incertaine. La réponse de Simonov fut un outil qui ne promettait pas plus qu'il ne pouvait offrir. Il fonctionnait parce qu'il comprenait son rôle. Il s'activait une fois par pression sur la détente parce que c'était suffisant. Il utilisait un chargeur fixe parce que cela convenait. Son cycle était prévisible, fiable et facile à entretenir. Ce n'étaient pas des compromis, c'étaient des choix. Aujourd'hui, le SKS nous rappelle que l'ingénierie consiste souvent à travailler avec des limites, à trouver des solutions assez bonnes pour compter vraiment. L'équipement a rempli son office, influencé les réflexions futures, puis s'est effacé devant des modèles aux priorités divergentes. Mais il a laissé une trace, ni spectaculaire, ni bruyante, mais réelle. Une trace qui dit « cela a marché ». Cela a résolu un problème, cela avait du sens à cet instant. Et en ingénierie, c'est souvent la plus belle des réussites. Si vous appréciez les récits calmes et authentiques sur la manière dont la technique a façonné le monde, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et dites-nous depuis quel pays vous nous regardez.